Nouvion, près d'Abbeville, dans la Somme. Franck, Françoise et Philippe sont frères et sœurs. Ils sont traumatisés par la mort brutale de leur sœur Chantal. Là, elle est bien. Moi, je suis là, mais il nous manque quelqu'un, quoi. Il y aurait eu ma sœur là, ici, à côté de moi, quoi. C'est mon mariage du 20 août. Il manque Chantal. Elle aurait été là pour animer la soirée. Et elle l'aurait animée. Parce qu'elle aimait ça. 3 ans après la disparition de leur sœur, la fratrie très soudée est encore sous le coup de l'émotion. Le corps de Chantal a été retrouvé sans vie le 15 avril 2015. Elle a été tuée dans des conditions horribles. Ah, c'est un monstre, oui. C'est un monstre. D'avoir fait ça. D'avoir étranglé ma sœur et puis a mis un torchon dans sa bouche pour pas qu'elle crie. Il faut être malade. Hein. Oui. Puis ça fait mal quand même de perdre une sœur dans des conditions pareilles. Voilà. C'est vrai. Le 28 juillet 2013, Chantal Croiset disparaît d'Amiens sans laisser de traces. Près de 2 ans plus tard, son corps en décomposition est retrouvé. Alors qu'est-il arrivé à Chantal Croiset ? Qui pouvait lui en vouloir au point de la tuer ? À l'époque des faits, Chantal Croiset habite à Amiens. À 55 ans, séparée, elle est mère d'un enfant de 27 ans et a 2 petits-enfants. Sans emploi, après avoir travaillé dans différents bars, elle vit seule au premier étage de cet immeuble. Début août 2013, elle ne donne plus signe de vie à sa famille. À Amiens, son fils, inquiet, contacte alors Christophe Berger, journaliste au Courrier Picard. Nous sommes dans le quartier Saint-Achel, devant le logement où résidait Chantal Croiset. Elle a disparu du jour au lendemain sans prévenir, sans prendre certaines affaires, pas de vêtements de rechange. Et donc une disparition sans aucune explication, sans même dire un mot à ses enfants. Alertée, la police constate qu'il n'y a aucune effraction et aucune trace de lutte au domicile de Chantal Croiset. Elle n'a emporté avec elle que sa carte bancaire et son téléphone. Mais son portable reste éteint et il n'y a pas de mouvement sur son compte en banque. À défaut d'autres pistes, les policiers privilégient la thèse du suicide. Les enquêteurs, ils avaient peur qu'elle soit suicidée, mais nous, on l'a jamais cru. Non. Elle était trop... C'est pas possible. Oui, pas possible. Pourquoi? Parce qu'elle aimait trop la vie. Oui. Puis avec son aurait... fils, ses petits-enfants, c'était pas possible. Mais alors, qu'est-il arrivé à Chantal Croiset ? Plus d'1 an et demi après sa disparition, un élément capital va relancer les investigations. Le téléphone portable de la disparue est géolocalisé à 300 mètres de son domicile. Il avait été mis sous surveillance par la police. C'est ici qu'une dame a été trouvée en possession du portable de Chantal Croiset. Cette dame fait comprendre que ce téléphone lui a été confié par un voisin. Elle indique en fait le domicile de ce monsieur d'Ancoine, qui est juste ici, 2 maisons plus loin. Les policiers se rendent alors immédiatement au domicile de Jean-Paul d'Ancoine, au 148 de la rue Saint-Achel. L'homme de 51 ans les conduit directement au corps de Chantal Croiset, dans la poubelle de son jardin. Et il passe tout de suite aux aveux. Le jour du drame, le 28 juillet 2013, Chantal était venue chez lui rendre visite. Jérôme Crépin, avocat des frères et sœurs de la victime, expose la version du meurtrier présumé. Il explique que les choses se passaient bien entre eux, ils ont mangé ensemble, il n'y a pas eu de consommation de boissons alcoolisées, mais Chantal Croiset va demander un peu d'argent à d'Ancoine. C'est ce que donne comme explication d'Ancoine. Elle va lui demander s'il ne peut pas la dépanner de 100 €. Et ça déclenche chez d'Ancoine une réaction extrêmement violente finalement, parce que d'Ancoine va étrangler Chantal Croiset. Jean-Paul d'Ancoine explique ensuite qu'il a dénudé sa victime avant de cacher son corps dans sa cave. Plusieurs mois plus tard, lorsqu'il apprend qu'une société viendrait changer la tuyauterie de son sous-sol, il prend soin de déplacer le cadavre dans une poubelle de son jardin. Il y met régulièrement de l'eau et du produit ménager pour masquer les odeurs. Pendant près de 2 ans, Jean-Paul d'Ancoine a caché le corps de Chantal Croiset
sans éveiller aucun soupçon. Pour les frères et sœurs de Chantal, la nouvelle résonne comme un cataclysme. Ah, c'est le monde qui s'effondre. Je crois que j'aurais pas eu dans mes enfants, ma femme, je crois que j'en avais marre de vivre, quoi. Elle a quand même passé un sale moment. Hein. Il faut quand même l'avouer. Ah, il l'a mis à la poubelle, dehors. Puis entre deux, il mettait du détergent dedans pour pas que ça sente, quoi. Oui. Ça, c'est horrible. Ça, c'est... Je comprends pas, moi. Et pour Franck, Françoise et Philippe, le mobile du meurtre n'est pas crédible. Leur sœur n'avait pas pour habitude de demander de l'argent. En tout cas, à nous, elle ne nous a jamais demandé Non. d'argent. Jamais. Non, jamais. Jamais un centime. Nous, on veut savoir pourquoi il a fait ça Voilà. et pourquoi il s'est acharné à Chantal. Pourquoi Chantal? Pourquoi notre sœur? Alors, comment expliquer ce drame? Qui est vraiment Jean-Paul d'Ancoine? Au moment des faits, Chantal Croiset et son meurtrier présumé se connaissent depuis quelques mois. Ils entretiennent simplement des rapports de bon voisinage. Jean-Paul d'Ancoine est originaire d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Il s'installe à Amiens en 2012. C'est quelqu'un d'apprécié de ses voisins. Sans emploi, il est disque jockey amateur et anime les fêtes du comité de quartier, comme dans cette vidéo. Jean-Paul d'Ancoine a quelques amis. Parmi eux, Alexandra. Cette jeune femme de 31 ans l'a côtoyée régulièrement. On a commencé à sympathiser. Il a vu que j'étais tout seul avec des enfants. Il me donnait des coups de main, il me conduisait en course. Et après, un peu chaque jour, il venait. C'était quelqu'un de très agréable, très gentil, très serviable. Il était toujours là pour moi. Le meilleur souvenir que j'ai eu avec Jean-Paul, c'est les soirées qu'on faisait ensemble, les moments où on rigolait. Voilà une vidéo que j'ai gardée, c'était à mon anniversaire. On avait fait mon anniversaire animé. Jean-Paul, il avait ramené son matériel de musique. Et il faisait un peu aussi le DJ. On s'était très bien amusés le jour-là. L'homme s'est toujours montré correct envers Alexandra. Il y a un sujet qui semblait pourtant l'embarrasser. Quand je commençais à lui parler de femmes ou quoi que ce soit, il changeait de sujet parce qu'il était gêné. J'ai ressenti une gêne. Je me suis dit peut-être qu'il n'a jamais connu personne, peut-être qu'il est timide. Je ne savais pas à quoi penser du tout. À 51 ans, c'est un vieux garçon. Et derrière le visage de l'homme sympathique dans son quartier, se cache en réalité un personnage inquiétant. Les premiers faits remontent lorsque Jean-Paul d'Ancoine avait 20 ans. Une de ses anciennes connaissances, qui préfère rester anonyme, se souvient d'un épisode traumatisant. Disons que j'avais une relation amicale avec lui et il fait que il y a un moment où, quand vous le repoussez, il n'arrive plus à se retenir, quoi. Là, à ce moment-là, il voulait me montrer une chose dans un hangar, viens voir, faut que tu viennes voir. Je dis non, ça ne m'intéresse pas, je veux dire, tu vas truc. Et de là, si vous voulez, le refus de le suivre, on voit que l'agressivité, et là, il est incontrôlable. Il crie, il bave, comme quelqu'un qui est en furie, une personne en furie, quoi. C'est le cri, c'est les gestes, c'est la bave qui coule. Jean-Paul d'Ancoine ne parviendrait pas à gérer sa frustration envers les femmes. Cette dernière a été marquée par un fait violent avec une arme. J'ai refusé de parler avec lui. De là, son geste a été de lancer le couteau, quoi, dans ma direction, quoi. C'est arrivé à un point où on en a peur, on essaye de se barricader chez soi, d'avoir tout le temps un moindre bruit, vous êtes là à paniquer parce que il vous fait peur, c'est vrai. Quelques mois après cette agression, Jean-Paul d'Ancoine passe à l'acte. En 1989, à Arras, alors qu'il a 25 ans, il fait monter une jeune femme de son âge qu'il connaît dans sa voiture. Il utilise une bombe lacrymogène et la viole. Il est condamné à 8 ans de réclusion. Un mois seulement après sa sortie de prison, en 1995, il commet son premier meurtre. Il tue une femme de 45 ans qu'il côtoyait et abandonne son corps dénudé dans des sacs poubelles près d'Arras. Il écope alors d'une peine de 25 ans. Libéré au bout de 17 ans pour bonne conduite, Jean-Paul d'Ancoine refait sa vie à Amiens. Et c'est à peine 1 an plus tard, en 2013, qu'il récidive et tue cette fois Chantal Croiset.
Alexandra ignorait tout du passé judiciaire de son ami Jean-Paul. Aujourd'hui, elle ne s'en remet toujours pas. C'était quelqu'un que je donnais beaucoup ma confiance. C'était comme un père, un frère. C'est vrai, comme un membre de ma famille, je le considérais. Puis savoir qu'il a pu faire autant de mal à des femmes, leur faire subir, et que j'aurais pu être aussi bien être la prochaine, mettre en danger mes enfants, à dire j'ai été mangée chez lui, qu'il y avait un cadavre, j'étais choquée. J'arrivais plus à dormir la nuit parce que je faisais des cauchemars. Je le voyais en train de passer à l'acte, qu'il voulait me tuer. Alors comment expliquer la double personnalité de Jean-Paul d'Ancoine? Nous avons retrouvé son père. En caméra cachée, il nous confie son désarroi. Je peux entendre parler. Pour faire ce qu'il a fait, c'est pas moi ce qu'il lui a pris. J'en sais rien. J'en sais rien. Il est devenu fou, c'est à croire. J'ai jamais corrigé, j'ai jamais rien fait sur lui. Jamais. C'est pour ça que, quand vous élevez un gosse comme ça, c'est la pire des pires. Antoine Va est avocat. Il a défendu les familles des premières victimes de Jean-Paul d'Ancoine. Selon lui, l'accusé souffre de troubles du comportement, en particulier avec les femmes. Il n'attire pas beaucoup de jeunes femmes vers lui. Effectivement, il se rend compte qu'il n'est pas pris au sérieux, qu'il est un peu rejeté. C'est de la débilité légère. Et puis après, effectivement, le fait qu'il ne sache pas maîtriser ses pulsions. Pulsions soit sexuelles, sinon j'allais dire pulsions de mort. Hein, effectivement, vouloir en finir avec une personne qui l'insupporte. De leur côté, les frères et la sœur de Chantal attendent du procès une peine maximale. Moi, je veux qu'il soit puni à vie. Je veux plus qu'il sorte. Il aurait dû jamais sortir. Après le jugement, je pourrais faire mon deuil. C'est pas possible pour l'instant. On ne sait pas la totalité de ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si on aura les réponses. Jean-Paul d'Ancoine est incarcéré à la maison d'arrêt d'Amiens dans l'attente de son procès. Il sera jugé en 2017 pour le meurtre en récidive de Chantal Croiset. Il risque la prison à perpétuité.